Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour, ce webinaire, sur, le parc éolien de Grands Communaux qui est, construit par, la société RES. Donc je me présente, je suis Sébastien de la société Enerfip, je suis un des cofondateurs d'Enerfip, et j'ai avec moi, Noé Froissart qui est chef de projet, chez RES. Bonjour à tous. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc là on est une quinzaine de personnes. Alors, il y avait 30 inscrits, donc on va laisser, 30 secondes, voir s'il y a un peu plus de gens qui viennent avant de commencer la présentation. En attendant, je vais vous présenter l'outil. Donc vous voyez, vous devez avoir une partie questions et une partie chat. Donc si vous avez des questions sur le projet ou sur Enerfip, toutes les questions que vous pourriez avoir, posez-les plutôt dans questions plutôt que dans le chat. Comme ça, vous pourrez voter pour les meilleures questions et nous traiterons à la fin de cette présentation les questions dans l'ordre en fonction de leur vote. Hop. Donc, s'il y a quelqu'un déjà qui veut poser une question pour tester et puis pour me dire que ça marche et qu'il m'entend, il peut déjà le faire. Donc, on est toujours 15. Bon, on va démarrer à 15 alors. Tac, slide suivant. Donc, le sommaire de cette présentation. Ah, on a quelqu'un qui... Oui, ok, bon, ça Merci. fonctionne très bien. Et donc, pour vos questions, Isabelle, c'est dans questions. Voilà. Donc, la présentation va se faire en 3 étapes. Les 2 premières étapes seront présentées par Noé Froissart de la société RES, donc qui va présenter d'abord la société RES et qui va présenter ensuite le parc de Grands Communaux. Et en dernière partie, je présenterai Enerfip. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne nous connaissent pas. J'ai l'impression que c'est beaucoup de nouveaux inscrits. Donc, ça fera pas de mal de présenter Enerfip. Et enfin, dans une dernière partie, il y aura un échange questions-réponses en fonction des questions que vous aurez posées. Et n'hésitez pas à en poser. Voilà, donc je passe la parole à Noé. Super, merci beaucoup. Donc bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être là en cette période de fête. Donc moi je m'appelle Noé Froissart, je suis chef de projet éolien, je travaille au sein de la société RES. Je vais vous présenter, j'ai quelques slides pour vous présenter rapidement en fait qui on est, qui est la société RES, quel est le projet qu'on mène aujourd'hui, le projet de Grands Communaux, et pour essayer de répondre à toutes vos questions que vous pourrez avoir dessus. Donc rapidement, la société RES, qui on est, donc on est un développeur éolien, comme il y en a un certain nombre en France. Notre métier, c'est donc ce que vous voyez sur la diapo. Notre premier métier, c'est de commencer par identifier des nouveaux sites où on pourrait installer de l'éolien, parce qu'on est suffisamment loin des habitations, parce qu'il y a assez de vent, parce qu'on est en dehors des enjeux de l'armée, paysager, et ainsi de suite. Ensuite, notre métier, c'est de faire tout le développement, donc c'est-à-dire mener les études, les analyses techniques, et à partir de ça, définir l'implantation d'un projet. Donc combien d'éoliennes on va mettre, où est-ce qu'on va les mettre, et faire ça en collaboration avec les élus. On fait tout ça, on obtient le projet, on obtient le permis de construire. Et nous, derrière la société RES, on continue, on va faire le financement et la construction du parc. C'est nous qui gérons la construction et qui gérons l'exploitation une fois que le parc est installé. Donc quand on installe un parc, c'est pour 20 à 30 ans, plutôt 30 ans en Bourgogne. Et donc nous, on s'occupe de la partie exploitation également, sur toute la durée de vie du parc. Et à la fin de vie, on le démantèlera. C'est ce qu'on est en train de faire sur nos premiers parcs, nos parcs historiques. Effectivement, ça fait 20 ans qu'on travaille en France. Donc 20 ans parce que c'est le tout début de l'éolien en France, c'était vraiment le tout début des années 2000, fin 90, début 2000. Et donc nous, nos plus vieux parcs, ils ont 20 ans. Dans le sud, où on a un vent qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus turbulent, donc c'est pour ça qu'on commence à changer les éoliennes un peu maintenant. On fait aussi des projets en mer. Donc par exemple le projet de Saint-Brieuc, on a participé à la conception de ce projet-là. On fait des centrales au sol, des centrales solaires au sol, donc c'est du photovoltaïque sur des terrains dégradés par exemple.
On est présent dans toute la France, j'ai une carte juste après. On est 230 salariés en France et on a installé donc à peu près 800 mégawatts éoliens aujourd'hui. Donc pour vous donner un équivalent, ça fait à peu près 2/3, en capacité de production, c'est à peu près 2/3 d'un réacteur nucléaire. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc si on va sur la diapo suivante, c'est une carte pour vous montrer un petit peu d'où est-ce qu'on vient et qu'est-ce qu'on fait. Donc notre siège social, déjà, il est à Avignon, pour des raisons historiques, hein. Il y a beaucoup de vent, dans le sud, notamment, on a historiquement beaucoup de parcs vers Carcassonne. Donc notre siège social est en Avignon et puis on a ouvert des agences un peu partout, à Lyon, Paris, Bordeaux pour la partie développement. Donc ça, c'est mon métier, c'est développer des nouveaux projets, identifier des sites et faire toute la partie études, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc moi je suis chef de projet à Lyon, je suis responsable de toute la partie identification de nouveaux projets à Lyon et de toute la partie développement ensuite des projets jusqu'à la construction. Donc on fait ça et c'est notre agence de Dijon qui s'occupe de l'exploitation des parcs. L'idée évidemment, c'est qu'on ait des techniciens qui puissent faire la maintenance et qui soient au plus proche de nos différents parcs éoliens de manière à pouvoir intervenir vite. Donc c'est l'agence de Dijon qui s'occupe de l'exploitation du parc existant des Portes de la Côte d'Or. On en parlera. C'est le parc. On a déjà un parc éolien installé à Bessé-en-Chaume et Aubaine. Et le projet Grand Communaux, en fait, c'est une extension de ce parc-là. Et donc c'est l'agence de Dijon qui s'occupera de la même manière de la partie maintenance de ce parc-là. En Bourgogne-Franche-Comté, pour vous donner juste quelques chiffres en fait sur le contexte dans lequel on s'inscrit. La région Bourgogne-Franche-Comté, le conseil régional ambitionne d'être région à énergie positive en 2050 grâce aux énergies renouvelables. Donc c'est une ambition forte. La région met beaucoup de moyens pour y arriver, notamment à travers le financement participatif. On aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler. Et aujourd'hui, l'éolien, c'est la première source d'électricité dans la région. On fait à peu près 37%, je crois, de l'électricité en Bourgogne grâce à l'éolien. Donc aujourd'hui, la région est importatrice nette, hein, on n'a notamment pas de centrale nucléaire, mais l'idée, c'est que progressivement, avec les énergies renouvelables et notamment avec l'éolien, on arrive à donner un peu une sorte d'indépendance énergétique, en tout cas électrique, à la Bourgogne. Nous, en Bourgogne, donc on a notre centre de maintenance qui est à Dijon. On a 5 parcs construits. Donc on a le parc éolien des Portes de la Côte d'Or qui est sur Bessé-en-Chaume et Aubaine, c'est sur l'arrière-côte de Beaune. On a le parc de Pays de Saint-Seine qui est au niveau de Saint-Seine-l'Abbaye, c'est le plus vieux parc de Bourgogne. C'était le premier parc en Bourgogne. On a le parc de Forterre qui est dans l'Yonne, de la Roche-Quatre-Rivières qui est en Haute-Saône, et du Lomont qui est le parc historique de Franche-Comté en 2007. On a aussi pas mal d'autres projets qui sont autorisés, dont je parle pas, mais qui vont sortir dans les prochaines années. Vous avez un peu la carte qui vous montre où sont nos parcs construits, où sont nos parcs autorisés, donc qui seront bientôt construits donc, et où est le centre d'exploitation de Dijon, donc qui est légèrement décalé sur la carte évidemment, mais voilà pour montrer un peu toute notre implantation en Bourgogne. Donc on a installé à peu près 20% de la puissance installée en Bourgogne. On est un des plus gros acteurs de l'éolien dans la région. Si je passe maintenant peut-être plus sur le projet Grand Communaux, pour vous en donner un aperçu. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 2017. Il est porté par les communes de Anteuil, Saint-Jean-de-Boeuf et Aubaine. Et les éoliennes en elles-mêmes seront implantées uniquement sur les communes de Anteuil et de Saint-Jean-de-Boeuf. C'est un projet qui fait 13 éoliennes. Il y en a 4 qui sont sur Anteuil et 5 qui sont sur Saint-Jean-de-Boeuf. Et donc là, vous voyez la carte qui est sur la droite. Vous avez donc les petits points qui représentent toutes les éoliennes. Donc c'est un projet, vous voyez, qui est en 2 lignes en fait, une ligne de 5, une ligne de 8. Et c'est un projet qui permettra de produire 118 gigawattheures par an d'électricité renouvelable. Ça fait la consommation de 52 000 personnes. Ça fait à peu près un tiers de la métropole dijonnaise, si je dis pas de bêtises. Donc 52 000 personnes dont la consommation sera, enfin en équivalent, hein, dont la consommation en électricité sera assurée par de l'énergie renouvelable éolienne. Ça fait 5000, si on est très conservateur, ça fait 5000 tonnes de CO2 déjà évitées par an. Donc là, l'idée, c'est vraiment de nous mettre dans le cadre régional, de produire de l'énergie renouvelable en Bourgogne-Franche-Comté, de produire de l'énergie renouvelable localement,
pour un but écologique. Et puis évidemment, pour les communes d'accueil, pour les communes d'implantation, il y a aussi l'avantage que c'est un projet qui est en terrain public. Le projet est dans des forêts qui sont déjà largement exploitées par les communes et par l'ONF pour faire du bois énergie. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse s'installer dans ces forêts communales pour qu'il y ait des revenus qui aillent aussi à la commune. Donc le projet va générer à peu près 500 000 € de retombées annuelles pour les communes et les communautés de communes d'implantation. Donc voilà pour vous donner quelques chiffres sur le projet. Et évidemment, on y travaille beaucoup avec les communes qui sont en fait à l'origine du projet en ayant délibéré dès le début en 2017. C'est elles qui ont délibéré en conseil municipal pour dire on lance le projet, on lance les études, et qui nous ont missionné, nous, RES, pour faire ce projet-là. Aujourd'hui, donc on a fait toutes nos études environnementales, nos études paysagères, nos études acoustiques et ainsi de suite. Là, c'est pour vous présenter un peu quelques chiffres, pas quelques chiffres, quelques éléments paysagers. Ce que je voulais vous montrer, c'est que donc vous voyez avec l'image à droite, ça c'est juste pour signaler qu'on a mis pour que chacun puisse se rendre compte. On a mis en ligne une visionneuse des 84 photomontages qu'on a fait. On a fait 84 photomontages dans le cadre de l'étude paysagère dans un rayon d'à peu près 30 km autour du projet pour se rendre compte de quelle serait l'intégration du projet. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Et si ça va pas, on revoit l'implantation. Donc aujourd'hui, on a 13 éoliennes sur le projet. Initialement, on en avait plus, mais d'un point de vue paysager, on estimait que ça ne passait pas. Donc on a revu le projet à la baisse. Aujourd'hui, 13 éoliennes, c'est un projet qui est vraiment d'ampleur et qui a l'avantage d'être très loin des habitations. On est à presque 3 fois la distance réglementaire des habitations. Donc c'est un projet dont on est vraiment fier parce que il a l'avantage d'être bien masqué, notamment grâce au relief, grâce au gros plateau de l'arrière-côte. Là, vous voyez la photo du milieu. C'était un des cœurs du projet d'un point de vue paysager. C'était vraiment la visibilité depuis les vignes, depuis le vignoble et depuis la côte de Beaune, la côte de Nuit. Donc là, on a mis, donc ça, c'est un des points dimensionnants, c'était de ne pas être visible évidemment depuis la côte UNESCO de Nuit-Saint-Georges. Donc ce projet-là n'est pas visible depuis la côte, le vignoble classé UNESCO, et il n'est pas visible non plus, c'est la photo que je mets en bas à gauche, depuis la plupart des villages voisins. Donc là, on est à Anteuil. Anteuil, c'est une des communes qui accueille les éoliennes, ne verra pas les éoliennes, ce qui est quand même évidemment quelque chose qui est assez intéressant pour un plus grand confort des riverains. Et puis un dernier exemple, mais il y en a, je vous disais 84, j'avais pas à mettre les 84, j'en ai mis que 3. Depuis Châteauneuf, qui était donc on est de l'autre côté, là pour le coup on a basculé dans l'Auxois. Depuis Châteauneuf, on s'est assuré qu'on n'avait pas de visibilité non plus des éoliennes depuis ce point-là. Tout le travail paysager qui a été fait pendant les études et qu'on vous présente en fait aujourd'hui, c'est ça. Et si on va un peu je vais assez vite parce que l'idée c'est vraiment qu'on puisse répondre aux questions, c'était plutôt comme ça qu'on le faisait. Mais donc si on revient sur le calendrier, et c'est ma dernière diapo, c'est pour vous montrer un peu comment ça marche un projet éolien. C'est long, en fait, c'est des projets d'ampleur, donc évidemment ils sont longs. La première phase qu'on a faite en 2017, c'était la partie étude de préfaisabilité. Est-ce qu'il y a assez de vent? Est-ce que les enjeux paysagers environnementaux paraissent compatibles? Et délibération des communes. Donc en 2017, on a fait ça. Ensuite, on a pris 1 an et demi, 2 ans plutôt à faire l'expertise et conception du projet. Donc on a regardé par où est-ce qu'on allait passer, on a regardé quels étaient les enjeux environnementaux. Donc pour ça, on avait des écologues, des ornithologues, des botanistes et ainsi de suite qui sont allés sur site pendant 1 an, pendant 2 ans d'ailleurs sur ce projet. On est allé très loin sur ce projet pour regarder où est-ce qu'il y avait par exemple des nids d'oiseaux, auquel cas il fallait se reculer pour ne pas avoir d'impact sur l'oiseau. Pour faire la même chose donc sur les enjeux paysagers. Est-ce qu'on va avoir un impact si on s'implante là, oui ou non? Dans ce cas-là, on recule l'éolienne pour ne plus être visible. On a fait pareil avec les enjeux acoustiques. Alors là, on est très loin des habitations, donc on n'a pas trop de soucis, mais c'est vrai que c'est un point qui est important dans l'éolien à prendre en compte. Et pour regarder un peu plus dans le détail, évidemment, les questions de gisement. Donc on a fait ça, et là aujourd'hui on en est là, on en est au tout début de l'instruction du dossier. On a déposé le dossier en préfecture. La préfecture est en train, donc quand je dis déposer le dossier, c'est on dépose donc les plans et puis évidemment toutes les études qui ont été faites par les bureaux d'études environnementales et paysagers avec. En regardant ça, la préfecture, donc les différents services de l'État, qui vont être la DREAL sur l'environnement, sur le paysage, la DDT et ainsi de suite, va regarder est-ce que les études ont été bien menées, est-ce que les conclusions sont les bonnes.
et en fonction de ça, va nous poser un certain nombre de questions auxquelles on va répondre. Donc là, on est dans cette phase-là. On a déjà fait une première partie de questions-réponses avec l'administration. Donc là, on est en train de faire une deuxième. Il nous demande quelques petits photomontages complémentaires, notamment, donc qu'on va faire. Une fois qu'on aura tout ça et que l'administration pourra rendre un avis sur le dossier, chaque service va rendre un avis sur la qualité environnementale, paysagère et ainsi de suite. Et il y aura une enquête publique qui sera menée, c'est-à-dire que tous les habitants dans un rayon de 6 km autour du projet et toutes les communes dans un rayon de 6 km du projet seront amenés à donner leur avis sur le projet en ayant accès à tout le dossier. Une fois que ce sera fait, donc l'instruction du dossier sur ce projet-là va prendre plutôt un an et demi. Une fois que ça sera fait, on va faire la phase de financement, construction et d'exploitation. Et puis dans l'éolien, c'est assez classique, on espère que ce ne sera pas le cas, mais c'est quand même assez classique qu'il y ait un recours sur le permis de construire, un recours administratif. Donc ça arrive, et auquel cas ça rajoute 2 ans, au projet. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on vise un début d'exploitation, donc une mise en service autour de 2025. Aujourd'hui, c'est ça le projet. Je vois qu'il y a des questions sur, j'en profite, j'en ai juste une, et effectivement, c'était assez en lien, mais on reviendra sur toutes les questions après, sur les retombées sur des terrains bruyants. Alors oui, il y en aura, on est en train de discuter avec la commune, pour faire en fait, au-delà du projet éolien, on fait des mesures d'accompagnement environnemental, et donc avec des terrains bruyants, c'est quelque chose qui est encore en train d'être réglé, mais on est en train de faire une mesure d'accompagnement environnemental, sur la commune, et donc pour laquelle la commune va être indemnisée. Je peux pas trop en dire plus pour l'instant parce qu'on en discute avec les élus, donc évidemment je réserve, pour l'instant les discussions avec les élus, mais évidemment ils feront les discussions en temps voulu. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, Sébastien, sur le projet. Donc si Ouais. tu veux prendre la suite. Je vais reprendre la main du coup. Donc, n'hésitez pas à continuer de poser des questions dans la partie questions. Alors, reprenez bien en haut à droite, vous avez différents. Il y a une partie de chat, une partie questions, une partie sondage, une partie participants. Essayez plutôt de poser vos questions dans la partie questions que dans la question de chat, sinon on risque d'en louper. Du coup, je réponds tout de suite à celles qui sont dans la partie de chat. Donc, il y avait effectivement la question à laquelle Noé a répondu. Il y avait une question sur les délais de virement. Donc, je vais y répondre tout de suite. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai que cette opération clôture au 31 décembre, hein, dans 3 jours. Mais vous pouvez réaliser votre souscription avant de faire le paiement, donc dès maintenant jusqu'au 31 décembre sans problème. Et ensuite, à partir du moment où vous avez fait votre souscription, vous avez 10 jours ouvrés pour payer, donc il y a largement le temps, même avec les délais d'enregistrement de RIB, le temps de faire votre inscription sur Enerfip, etc. Ça vous laisse largement le temps avec les 10 jours pour réaliser tout ça. Donc je reviens sur la présentation. Donc pourquoi faire un financement participatif sur le projet de grands communaux? Alors, tout d'abord parce que c'est une volonté du porteur de projet de faire parler de ce projet auprès des riverains, auprès des gens qui sont sur le territoire, pour faire connaître ce projet, le faire accepter par une partie de la population. Ensuite, c'est également c'est une démarche, hein, le RES fait beaucoup de projets de financement participatif, c'est une démarche plus globale, c'est pas uniquement sur ce projet-là, mais de plus en plus systématiquement sur tous les projets, ils souhaitent associer les riverains à leur projet. C'est vraiment un engagement parce que ce sont les premiers concernés par ces projets, et ça a vraiment du sens que ce soit eux qui puissent investir sur ces projets en priorité. Et puis c'est aussi un projet de territoire, hein, donc effectivement toutes les parties prenantes, les communes, les collectivités territoriales voient d'un bon œil également le fait de faire parler de ce projet à travers un financement participatif. Donc la collecte de grands communaux en elle-même, comme je disais, elle est ouverte jusqu'au 31 décembre. Alors c'est vrai qu'il reste 3 jours, je ne sais pas s'il y aura une prolongation ou pas. Pour l'instant, c'est pas prévu.
Donc, si vous êtes intéressé pour souscrire, vous avez encore 3 jours, donc n'hésitez pas à aller assez vite. Et comme je disais, il n'y a pas besoin de faire le règlement immédiatement. Vous avez une période de 10 jours ouvrés à compter de votre souscription pour l'effectuer. Ce projet à l'investissement est réservé uniquement aux habitants de la Côte d'Or. C'est pour ça qu'il y a encore de la place sur ce projet, parce que quand ce sont des projets qui sont ouverts à tous, ça part très très vite sur la plateforme. Donc là, le fait de réserver uniquement aux habitants de la Côte d'Or, ça laisse le temps aux habitants de la Côte d'Or de souscrire à ce projet. Et le reste de la France ne pourra pas bénéficier de ce financement participatif. Donc, il y a eu quelques retombées dans la presse sur ce projet, notamment sur France Bleu, comme vous pouvez le voir, sur la droite de cette slide. Donc, en détail, la collecte, donc c'est une collecte de financement participatif. Donc, c'est un prêt que vous faites à la société RES. Donc, vous ne faites pas un prêt à la société de projet qui n'a pas encore toutes les autorisations pour le projet. Vous faites un prêt à la maison mère. Donc, c'est comme ça je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus et j'y reviendrai plus en détail lorsqu'on traitera les questions. C'est pour ça que l'emprunt se fait sur la société mère directement, donc la société RES, qui est une société solide, et c'est à cette société-là que vous prêtez votre argent. Donc même si le projet ne se fait pas, ça ne va pas mettre en difficulté parce qu'il y aurait des recours ou quoi que ce soit, ça ne mettra pas en difficulté financière la société RES qui pourra tout à fait honorer ses échéances de remboursement. Donc du coup, le taux d'investissement, c'est 6% par an pendant 3 ans. C'est un prêt amortissable, donc vous n'avez pas 6% sur votre capital pendant toute la durée. Il y a des amortissements du capital au fur et à mesure, tous les trimestres. Et l'investissement maximum, donc ça c'est important, c'est 5 000 €. Vous ne pouvez pas investir plus. Si vous souhaitez investir plus, il faut, dans ce cas-là, certaines personnes l'ont fait, ont ouvert des livrets pour leurs enfants, par exemple. Donc, ils ont investi pour eux et ensuite, ils ont investi également pour leurs enfants ou pour leurs conjoints. Voilà. Mais sinon, c'est plafonné à 5 000 € par compte sur Enerfip. Et le minimum, c'est 10 €. Donc ça, c'est pour que tout le monde puisse participer. C'est un peu notre slogan chez Enerfip, que tout le monde puisse participer à la transition énergétique. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis un minimum très bas. Donc, sur la partie risque et fiscalité. Alors, on y reviendra plus en détail sur la partie risque parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus également. Donc, comme je disais, l'emprunt se fait sur la société mère, la société RES. Donc, le seul risque que vous avez, c'est que la société RES disparaisse, fasse défaut. Et dans ce cas-là, il y aurait un risque de perte en capital. Sans doute partiel et pas total, puisque il y a quand même beaucoup d'actifs dans la société RES. Après, voilà, c'est le risque. C'est le risque qui existe, mais qui est quand même assez hypothétique compte tenu de la solidité financière de la société RES aujourd'hui. Oui, je me permets de. Alors évidemment, c'est toujours un risque, tout à fait. Après, c'est vrai que nous, ça fait quand même 20 ans qu'on travaille. On est un des plus gros acteurs de l'éolien. On a énormément de projets en cours. C'est les projets qu'on a déjà construits en fait qui nous financent. Donc d'un point de vue solidité financière, pour nous, c'est évidemment pas évidemment. Enfin moi, évidemment, personnellement, je suis pas du tout objectif, mais moi, je n'ai absolument aucun doute sur la question parce qu'on a une situation assez favorable pour l'éolien en France de manière générale et donc pour nous, évidemment. Voilà. Donc ensuite, sur les frais, donc je le dis pour tous ceux qui sont nouveaux chez nous, là, il n'y a aucun frais jamais pour les investisseurs chez Enerfip. Donc ça, c'est assez important. Et là, sur la fiscalité, alors il y aura peut-être d'autres questions sur la fiscalité, mais sachez que vous êtes imposé à la flat tax. Donc la flat tax, c'est ce que le président Macron a mis en place en arrivant et qui plafonne les impôts sur le capital à 30%. Donc avant, on pouvait aller beaucoup plus haut puisqu'on était taxé sur son
sur sa base imposable, enfin sur son taux marginal d'impôt, plus 17,2% de CSG-CRDS. Donc ça montait souvent beaucoup plus haut. Donc là, c'est 30% maximum, sachant que si vous êtes sur un taux marginal d'imposition qui est inférieur à 12,8%, dans ce cas-là, ce sera moins que 30% en termes de fiscalité. Donc, ensuite, Enerfip en bref, donc quelques chiffres. Donc on existe depuis 2015. Enfin, on existe depuis 2014, mais on a commencé à exercer en 2015. Donc on est réglementé par l'autorité des marchés financiers qui fait vraiment office de régulateur du financement participatif en France et qui est un organisme très sérieux et qui œuvre avant tout pour la protection de l'épargnant. Donc, quand on a demandé à être agréé, on a eu un audit très très solide de l'autorité des marchés financiers et on a obtenu donc cet agrément en 2015. Depuis qu'on a lancé cette activité, on a financé environ 200 projets dans le domaine des énergies renouvelables, donc des projets éoliens, des projets photovoltaïques, des projets de méthanisation, voilà, tout un tas de projets qui œuvrent dans la transition énergétique, mais avec toujours derrière cette vision de financer des actifs pour réduire les risques pour les investisseurs. Aujourd'hui, on a levé sur la plateforme 67 500 000 euros, donc ça commence à faire beaucoup, dont 35 millions d'euros cette année. Donc une très très grosse accélération cette année pour notre activité et donc pour la transition énergétique aux côtés des épargnants français. On a une communauté de membres de 22 600 personnes, dont la moitié pratiquement a déjà investi au moins une fois. Et on a une vingtaine de collaborateurs chez Enerfip qui sont là pour soit mettre en ligne des projets, soit répondre aux questions des investisseurs. Donc, je vous les présenterai tout à l'heure, mais il y a 3 personnes chez nous dédiées à la relation auprès des investisseurs. Donc, vous pourrez bénéficier de tout l'accompagnement qu'il vous faut pour votre projet d'investissement. Dont Pauline d'ailleurs, dont j'ai usurpé l'identité, comme vous pouvez le voir. Donc notre vision chez Enerfip, c'est vraiment le circuit court appliqué à l'épargne, c'est-à-dire on sait où va notre argent, on flèche directement notre argent vers les projets de notre territoire, vers les projets d'énergie renouvelable. C'est pas un investissement opaque, on a une très grande visibilité de ce dans quoi on investit. Un autre de nos credos, c'est l'appropriation des projets par les riverains. Le vent, le soleil, l'eau, ce sont des biens communs. Donc, pour nous, il est logique que les citoyens, à travers le financement de ces parcs d'énergie renouvelable qui vivent sur les territoires, puissent co-investir sur ces projets-là. Et ça favorise évidemment l'acceptabilité de ces projets, de pouvoir avoir des gens qui s'engagent dans les projets en investissant directement dedans. Et enfin, la dernière caractéristique importante de ce qu'on fait chez nous, c'est de la pédagogie. On en fait énormément. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur l'éolien, n'hésitez pas. Il y a Noé, il y a moi qui sommes là pour y répondre parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur l'éolien, donc c'est le moment, si vous en avez, de les passer en revue pour qu'on puisse répondre à vos questions là-dessus. Notre but, c'est de faire accepter les énergies renouvelables en France. Donc on essaye de faire beaucoup de pédagogie. On va beaucoup sur le terrain. Alors, depuis le Covid, c'est un peu plus compliqué. On a eu un peu du mal cette année. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des événements en ligne comme celui-là. Mais en tout cas, on a une présence assez forte sur le terrain pour aller directement rencontrer les riverains. Donc, le service client dont je parlais tout à l'heure, voilà, donc il y a 3 personnes chez nous pour vous répondre. Vous verrez qu'en vous inscrivant sur Enerfip, il y en a une des 3 qui vous est assignée automatiquement. Et donc, c'est elle qui traitera votre dossier, sauf si elle est en vacances, en quel cas, une des autres pourra prendre le relais. Donc, Valérie, Pauline et Maëva, qui sont très disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos projets d'investissement.
Eh bien voilà, je crois qu'on a fini la partie présentation. Donc on va pouvoir passer à la partie questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes. N'hésitez pas si vous en avez encore. On a encore un peu de temps. On a encore 15 minutes devant nous. Peut-être plus s'il faudra. S'il faut, en tout cas, on prendra le temps jusqu'à 19h. Mais... alors, tout d'abord, je vais commencer par la partie chat dans laquelle il y a encore une question. Pourriez-vous préciser la dégressivité sur le taux annuel de 6%? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet sur lequel il y a du remboursement du capital tous les trimestres. Donc, c'est un peu comme quand vous faites, sauf que c'est dans l'autre sens. Quand vous empruntez à la banque pour un projet immobilier, vous allez rembourser du capital tous les mois et donc vous aurez moins d'intérêt à payer au fur et à mesure. Là, il faut considérer que RES, c'est vous dans ce projet immobilier. Et donc, RES va emprunter 150 000 euros et va commencer à le rembourser tous les trimestres. Donc, les intérêts qu'ils vont avoir à payer vont diminuer puisqu'ils seront calculés sur un capital qui va diminuer. Mais le taux d'intérêt, lui, sera bien de 6% sur le capital restant dû et sur le capital pendant toute la période. Donc, c'est la différence avec un prêt in fine, comme on peut les appeler. Donc, ça, c'est des prêts dans lesquels on est remboursé intégralement du capital à la fin. Et du coup, on a 6% d'intérêt, effectivement, pendant toute la période. Sauf que, dans ce cas-là, le revers de la médaille d'avoir plus d'intérêt, c'est que, du coup, on a notre capital qui est remboursé intégralement à la fin. Et si jamais il y a un défaut, c'est sur tout le capital. Alors que là, il y a du capital qui est remboursé progressivement. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, donc, je vais prendre les questions dans l'ordre par classement de vote. Donc, ce projet sera-t-il ouvert aux autres départements après le 31 décembre? Malheureusement, il n'est pas prévu une ouverture pour l'instant aux autres départements. Donc, alors si je peux me permettre, en fait, l'idée du financement participatif que Enership met en œuvre et dont on a discuté avec eux, c'est bien de permettre au territoire sur lequel on fait le projet de souscrire au projet. L'idée, c'est vraiment de renforcer l'ancrage local, que les citoyens qui habitent ce territoire-là s'y intéressent, y participent. Donc sur ce projet-là, effectivement, on avait commencé par ouvrir d'abord uniquement aux communes d'implantation et aux communes riveraines. Ensuite, on a ouvert aux communautés de communes. Puis c'est des territoires qui sont assez peu peuplés, donc ensuite on a ouvert à tout le département. Donc, mais on ne prévoit pas d'aller au-delà. Par contre, sur à peu près tous nos autres projets qu'on mène dans d'autres départements, moi récemment, on a fait une collecte dans la Drôme, par exemple, où on avait en fait, quand on fait chez RES, quand on fait un projet éolien, on va mettre en place généralement un financement participatif dans le département, dans lequel on est implanté. Ici, c'est vrai que ici, vu qu'on est en Côte d'Or, donc du coup, c'est réservé à la Côte d'Or. Mais ça me permet de rebondir sur une deuxième question. Est-ce que RES envisage des projets dans l'Eure? Par exemple, le plateau du Neubourg. Alors vu que c'est pas mon territoire, j'avoue que je connais pas le plateau du Neubourg, mais par contre, est-ce qu'on envisage des projets dans l'Eure? Oui, tout à fait, on en a. Enfin, c'est évidemment un territoire qu'on regarde. Il me semble qu'on a déjà fait d'ailleurs des collectes dans l'Eure, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je suis sûr qu'on en fera. Oui, alors j'ai pas l'information, mais oui, en tout cas, il y en aura. Donc voilà, donc ce projet-là ne sera pas ouvert aux autres départements. Alors, sera-t-il possible de continuer à soutenir le projet dans les prochaines phases, après les 3 ans, pour nous investir sur vos prochains projets en Bourgogne? Donc Noé, je te laisse la main, tu as répondu. Ouais, tout à fait. Alors bon, donc déjà pour soutenir le projet, et évidemment c'est hyper important parce que donc nous c'est important de montrer que les citoyens soutiennent les énergies renouvelables, parce que vous avez peut-être vu que c'est pas forcément il y a d'autres personnes qui soutiennent pas l'éolien notamment pour des questions de paysager, c'est tout à fait entendable. Et donc c'est important de faire entendre la voix des gens qui sont pour.
Donc pour ça, il y a déjà toute la partie enquête publique qui aura lieu à l'instruction, où chacun pourra participer et donner son avis. Et l'autre chose, c'est que nous, alors ça, c'est quelque chose qui est pas encore fait. Enfin là, il y a cette collecte de financement participatif là est en cours. Quelque chose qu'on envisage à plus long terme, mais dont les modalités sont pas réglées. Il faut qu'on en discute avec les élus locaux à la rentrée. C'est d'aller encore plus loin, si vous voulez, c'est de l'investissement participatif, c'est de faire en sorte qu'une partie du parc éolien, une fois qu'il sera construit, puisse appartenir aux collectivités et aux habitants. Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre de notre côté, qui demande aussi plus de travail aux élus locaux. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais notre volonté, c'est de faire ça. Et donc le jour où on en sera, le jour où on arrivera à faire ça, où on aura fait à peu près tout ça, on reviendra vers, tous les gens qui ont participé au projet qu'on connaît sur le territoire et tous les souscripteurs évidemment d'Enerphip, pour leur, faire part de cette possibilité-là, et s'ils souhaitent participer à ce moment-là, ça sera possible. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, les collectivités, donc les communes, les communautés de communes et les habitants qui le souhaitent, pourront être propriétaires d'un petit bout d'éolienne, en fait, et donc toucher une partie des revenus liés à la vente d'électricité. Ok. Alors, le risque que le projet ne se fasse pas, recours du voisinage. Donc, sur cette première partie de la question, je vais laisser Noé y Alors répondre. le risque que le projet ne se fasse pas. Dans l'éolien, il y a toujours un risque que le projet ne se fasse pas. Je peux pas donner de chiffres parce que c'est compliqué. Parfois c'est vraiment, enfin, ce serait vraiment regarder dans une boule de cristal. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on y passe énormément d'heures. On a déjà passé 5000 heures de travail sur ce projet, et on y passe également pas mal d'argent évidemment, hein, pour faire toutes les études et ainsi de suite. Ça fait 4 ans qu'on travaille à ce projet. Ça fait 4 ans qu'on travaille à ce projet, on l'a amené jusque-là. On a des élus locaux qui sont très moteurs sur ce projet-là. On a des études environnementales qui sont très solides. On a un projet qui est loin des habitations, qui n'est pas visible depuis les climats de Bourgogne, depuis Châteauneuf et depuis à peu près tous les enjeux patrimoniaux du secteur. Donc nous, on est assez confiants. Je ne peux pas vous donner un chiffre parce que ensuite, c'est vrai que les projets éoliens, c'est des projets qui sont d'ampleur, qui peuvent être parfois un peu politiques. Donc parfois, on a des mauvaises surprises. Mais nous, sur celui-ci, on a vraiment un très bon espoir qu'il se fasse. Ouais. Et donc ensuite, les conséquences sur le placement, il n'y en aura pas si le projet ne se fait pas, comme je le disais précédemment, puisque l'emprunt se fait sur la société mère, sur la société RES directement. Si le projet ne se fait pas et que la société de projet est liquidée, de toute façon, vous, comme vous êtes au niveau de la société mère, vous serez remboursé. Où arrivent les intérêts au fur et à mesure des trimestres? Sur mon compte bancaire ou sur mon compte Enerfip? Si sur mon compte Enerfip, comment le récupérer en cas de besoin? Donc, alors, par défaut, vos intérêts vont arriver sur votre compte Enerfip. Vous pouvez ensuite soit les réinvestir dans un autre projet, soit les récupérer vers votre compte bancaire. Pour les récupérer vers votre compte bancaire, c'est assez simple. Il suffit de mettre votre RIB dans votre. De toute façon, le RIB est obligatoire puisqu'il nous faut bien un moyen de vous rendre l'argent à un moment. Donc, il faut que vous téléchargiez votre RIB sur votre compte. Et une fois que vous avez votre RIB, il y a une partie retirée de l'argent dans votre livret. Et donc, ça retire de l'argent vers le compte bancaire que vous avez renseigné chez nous. Il y a également une possibilité, donc ça, il faut voir ça directement avec le service client. Si vous voulez que vos intérêts tombent directement sur votre compte bancaire, ça, il faut en faire la demande spécifique à votre service client, mais en tout cas, les deux sont possibles. Donc ensuite, pouvez-vous expliciter les risques? Je pense qu'on y a répondu. Donc le risque principal, hein, je répète, est vraiment un risque de contrepartie sur la société RES, qui aujourd'hui, enfin nous chez Enerfip, quand on analyse un projet, on en analyse les risques, on analyse les états financiers des emprunteurs, et donc la société RES est très solide financièrement, donc elle a toutes les garanties pour pouvoir vous rembourser.
Et d'ailleurs, vu que c'est quand même le contexte, je précise que dans l'éolien, on a dans les énergies, dans la production d'électricité, en fait, on a cette chance de pas être du tout impacté par le Covid, enfin dans la production d'énergie renouvelable, parce que vu qu'on a une priorité d'injection au réseau, l'idée c'est que dès qu'une énergie renouvelable peut produire, elle produit. Donc nous, en fait, toute la filière d'énergie renouvelable n'a pas du tout été impactée par le Covid et ne le sera pas. Donc voilà, on a aussi cette grosse chance-là dans le contexte actuel. Alors, encore une question sur les risques. Donc, quel niveau de risque finalement? On y a répondu. Projet finalisé, électricité déjà vendue par contrat avec EDF, donc non. Comme on le disait, c'est un projet qui est assez en amont, hein, qui est en développement. Ça rejoint une autre question, donc de la même personne d'ailleurs. Là, on parle bien de le financement participatif qui est proposé aujourd'hui, c'est vraiment pour permettre de financer le projet, les études, le développement, et arriver justement jusqu'à la phase de construction. L'idée, c'est vraiment de permettre l'éclosion de ce projet. Donc, en fait, je réponds aussi à la question. Vous avez parlé de 2025, c'est pour le premier coup de pioche, le montage de la dernière éolienne, et dans ce cas, quand commence réellement le placement et son rendement? Le placement, il commence maintenant. En fait, le placement, l'argent est prêté maintenant, enfin dans les semaines qui viennent, et nous, on commence à s'en servir dans les semaines qui viennent, et on rembourse au fur et à mesure. Tout ça sera fait avant que la première éolienne soit montée, parce que l'idée de ce financement participatif, c'est de financer les études, le développement du projet. Oui, tout à fait. Historique, retour d'expérience sur la performance du placement, durée maximum du placement. Alors, bon, si c'est une question générale sur Enerfip, en général, on a fait des placements jusqu'à 11 ans. Il y a même des placements en actions qui sont à durée indéterminée, puisque les gens sont actionnaires, donc ils peuvent sortir. Voilà. Sur ce placement-là, c'est 3 ans, avec amortissement du capital, donc un remboursement au fil de l'eau du capital que vous avez immobilisé. Et donc, la performance de ce placement, elle est de 6%. Et la performance moyenne sur Enerfip depuis l'origine, c'est autour de 5% de rendement. Donc, la question sur 2025, on y a répondu. Les modalités et le niveau de la déduction fiscale. Donc, il y a donc 30% d'impôts retenus à la source sur votre placement. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez être exonéré des prélèvements fiscaux. Ça veut dire que votre revenu sur votre foyer est de moins de 50 000 euros si vous êtes deux ou 25 000 si vous êtes seul. Vos revenus imposables. Dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier de l'absence du prélèvement sur vos intérêts. Si vous ne pouvez pas bénéficier de ça parce que vos revenus sont supérieurs, nous retenons à la source et on vous donne le net. Et ensuite, lors de votre déclaration d'impôt, ces revenus-là seront déjà enregistrés sur votre déclaration d'impôt. Vous n'aurez rien à faire. Vous aurez juste à valider le fait que vous avez effectivement perçu ça, que vous avez déjà payé vos impôts, etc. Si vous avez bénéficié de l'absence de prélèvement à la source, c'est pareil, on aura quand même communiqué vos revenus aux impôts, on aura communiqué qu'ils n'ont pas été imposés. Donc, vous devrez les payer à ce moment-là en mai, en septembre, mais vous devrez les déclarer en mai. Est-ce qu'un club d'investissement peut investir sur Enerfip? Donc oui, un club d'investissement peut investir sur Enerfip. Après, c'est un peu compliqué. Et de toute façon, comme sur ce projet-là, le maximum est de 5 000 euros, c'est pas vraiment applicable. On a d'autres projets dans le coin sur lesquels ça peut être applicable, mais en tout cas, sur un projet de 5 000 euros, c'est vrai que c'est un peu compliqué de monter, c'est un peu lourd de monter un club d'investissement pour investir 5 000 euros. Après, si le club d'investissement existe déjà ses statuts et qu'il n'est constitué que de gens qui viennent de la Côte d'Or, on pourra l'accepter pour ce projet-là.
Donc, nous serions remboursés si le projet ne se fait pas, on y a répondu. Et ensuite, sur la facilité de recyclage des éoliennes et le bilan carbone de la construction et de la démolition et la durée de vie, est-ce que Noé Ouais, peut... volontiers, ouais. J'aime bien quand les gens posent des questions sur le bilan carbone. Donc, le bilan carbone de l'éolien, alors en fait, on regarde, donc là, je vais vous citer un peu des chiffres du GIEC, hein, donc qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat qui est une émanation de l'ONU. On est à 11 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est le plus bas qu'on puisse faire à peu près. C'est la même chose que le nucléaire, notamment le nucléaire qui a des défauts, mais par contre, c'est de fait une énergie qui est très bas carbone. Donc 11 grammes de CO2 par kilowattheure à comparer par exemple à si vous mettez une centrale au gaz, vous allez être autour de 400 grammes de CO2 par kilowattheure, donc 11 versus 400. Et si vous faites des centrales à charbon, ce qui est le plus fréquent dans le monde malheureusement, vous êtes à 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. En fait, on parle bien, l'éolienne, quand elle tourne, elle produit des kilowattheures, et en faisant ça, elle n'émet évidemment aucun CO2. Par contre, il faut prendre en compte le fait que quand on a construit l'éolienne, donc pour faire l'acier de l'éolienne, pour faire le béton de l'éolienne, et l'énergie qu'on va devoir mettre pour la construction, l'énergie qu'on va devoir mettre pour la déconstruction, tout ça, ça émet du CO2. Et donc, en fait, on fait ce qu'on appelle donc un bilan carbone. On regarde sur toute la durée de vie de l'éolienne, combien d'énergie il a fallu, enfin combien de CO2 on a émis pour la construction, déconstruction, qu'est-ce qu'on a produit comme énergie, et ça nous donne, enfin qu'est-ce qu'on a produit comme énergie sur toute la durée de vie de l'éolienne. Donc ça nous donne cette valeur en grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc l'éolien, c'est le plus bas carbone qu'on puisse faire, avec notamment le nucléaire, avec l'hydraulique, mais ça dépend un peu des cas. Le solaire est pas mal non plus. Ensuite, voilà, c'est le gaz et le charbon qui sont beaucoup plus loin. La recyclabilité, oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, on doit démanteler, donc en fait, bon, déjà aujourd'hui, c'est assez nouveau en France, le démantèlement d'éoliennes, parce que vu que les éoliennes ont 20 ans en France et que la durée de vie d'une éolienne minimum est de 20 ans, on est aujourd'hui au premier démantèlement. Nous, reste, on va faire notre premier l'an prochain. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui existe. Après, c'est en gros que des matières qui sont recyclables. Donc comment ça se passe? Et ça, c'est vraiment cadré aujourd'hui assez précisément par la loi, hein, c'est très récent. C'est depuis cet été que c'est vraiment précisément cadré. Mais maintenant ça l'est, et on le rappelle dans le bail qu'on fait avec le propriétaire de terrain. L'exploitant de l'éolienne, donc en l'occurrence RES, devra démanteler toute l'éolienne, démanteler tout le socle de béton. On enlèvera l'intégralité du béton. Avant, c'était pas obligatoire. Maintenant, on retire tout le socle de béton, on remet de la terre et on replante des arbres à la place si c'était en forêt. Le béton, il est concassé, il sert de gravat pour faire des chantiers, pour faire des routes, tout genre de choses. L'acier, et en fait, c'est la très grosse majorité de l'éolienne, c'est vraiment la tour en acier. Il peut être réutilisé ou fondu, réutilisé, recyclé. Ensuite, à l'intérieur de l'éolienne, dans la nacelle, on va voir notamment des grosses bobines de cuivre. La génératrice, c'est des grosses bobines de cuivre. Donc le cuivre, ça se recycle extrêmement bien. Tous les composants électroniques se recyclent assez bien. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, mais la filière est en train de se monter, c'est les pales. Les pales, c'est de la résine, c'est des fibres de verre qui sont maintenues par de la résine. Aujourd'hui, on n'avait pas trop, c'est comme les coques de bateau. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de volume. Donc, aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de filière de recyclage. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a une usine qui est en train de se créer dans la vallée du Rhône, pour en fait séparer d'une part la résine, d'autre part la fibre de verre, et pouvoir s'en servir. On a des premiers parcs éoliens qui sont passés par ce processus-là cette dernière année. Ça fonctionne pas mal. Donc une éolienne aujourd'hui, c'est à 90, s'il faut regarder sur la masse de l'éolienne, parce qu'en fait les pales c'est creux, donc c'est assez léger par rapport au reste. Sur la masse de l'éolienne, vous avez 90 à 95% qui vont être recyclables, et bientôt on va arriver au-delà grâce au recyclage des pales. Je crois que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que c'était assez exhaustif. Donc oui, alors du coup j'avais mal compris la question de Franck. Donc sur le site, j'avais lu une déduction du montant investi de 18%. Donc non,
Il n'y a pas de déduction de 18% du montant investi fiscalement sur ce type d'investissement. Il nous est arrivé de proposer des projets avec de la défiscalisation possible, mais ces projets de défiscalisation, c'est déjà pour des investissements en actions et non en... Donc là, vous êtes sur des mini-bons, c'est comme des obligations, enfin, c'est un prêt, quoi. Donc là, il n'y a pas de déduction fiscale pour les investissements en prêt. Et ensuite, il faut que ce soit... Alors là, ça aurait pu être le cas parce que le reste a des employés. Mais en général, comme on finance des sociétés de projet, il faut que ce soit des sociétés dans lesquelles il y a au moins deux employés, donc ce n'est pas souvent le cas. Mais bon, voilà. Là, de toute façon, c'est pas un investissement en action, donc il n'y a pas de déduction fiscale possible. Ce que vous avez dû lire dans la FAQ, c'est que effectivement, sur certains projets, on peut en proposer. Mais là, ce n'est pas le cas. Je vois juste qu'il y avait une autre question dans le chat. Si les 150 000 € ne sont pas collectés, que se passe-t-il? C'est pas grave, la collecte fonctionne quand même, et c'est RES qui complétera en fait les sommes nécessaires pour le développement, comme on l'a fait en fait jusqu'à maintenant. Donc ça ne pose pas de problème. Il y avait une limite à 50 000 €, mais qui a été passée. Donc à partir de ça, la collecte va pouvoir se faire. Idéalement, enfin évidemment, nous, on préfère arriver le plus haut possible. Mais si on n'arrive pas aux 150 000 €, maintenant, vu qu'on a passé le seuil des 50 000, c'est pas grave, la collecte se fait quand même. Oui, effectivement. La collecte se fera dans tous les cas, vu qu'on a passé les 50 000. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez investir sereinement. La collecte se fera. Et puis, on va essayer d'atteindre les 150 000 € grâce à vous. Hein, donc, voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions. Ah si, il vient d'y en avoir une. C'était sur le recyclage. Est-ce que les 11 grammes de CO2 par kilowattheure tiennent compte de l'extraction de la matière? Oui, parce qu'en fait, c'est essentiellement ça. Et la fonderie pour faire l'acier notamment. Par contre, aller au-delà, ça va être compliqué pour moi. Donc je renvoie vers les publications de l'ADEME, donc l'agence qui s'appelle maintenant Agence de la transition écologique, donc c'est l'organisme gouvernemental, hein, ou à toutes les références que vous pourrez trouver sur du GIEC sur internet, pour avoir plus de détails des calculs, si nécessaire. Mais je vous le confirme, ça prend en compte de l'extraction de la matière jusqu'à leur mise en forme, disons, donc pour faire la tour notamment en acier, et leur destruction. Enfin, la destruction du parc puis recyclage des éléments. Ok. On a une question sur le coût du projet aussi, le coût global du projet. L'investissement global sur ce projet, il sera de l'ordre de... alors, je dis de l'ordre de parce qu'on est obligé de faire des prédictions sur quel sera le coût dans 5 ans, mais il sera de l'ordre de 60 millions d'euros. Là, en fait, il faut bien séparer deux choses. Il faut séparer le coût du développement du projet. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est quelques centaines de milliers d'euros, d'où cette collecte. Et ensuite, il y aura le coût de l'investissement une fois que le projet sera autorisé, prêt à construire, où là, il faudra acheter les éoliennes et ainsi de suite, qui a un coût nettement supérieur. Mais ça sera donc la deuxième phase et qu'on fera, je l'espère, avec ce dont je parlais tout à l'heure, la possibilité pour les citoyens et collectivités d'être actionnaires en fait, et donc d'amener eux-mêmes des sous nécessaires à la construction. Mais donc voilà, en gros 60 millions d'euros pour faire les 13 éoliennes. Oui. Ok. Dernière question sur le retour d'investissement pour 1 000 € prêtés. Donc oui, je peux remettre ce que je vous avais mis. Hop. Alors, c'était ici. Donc effectivement, pour 1 000 € prêtés, vous avez 1 100 € desquels il faudra déduire effectivement 30% d'imposition, mais vous allez récupérer votre capital au fur et à mesure. Donc, si vous réinvestissiez ce capital sur des taux similaires de 5-6%,
le rendement sur l'ensemble de la période serait plus importante. Donc, c'est pour ça qu'on parle quand même vraiment d'un taux de 6%, parce que comme vous êtes remboursé du capital et que vous pouvez le réinvestir, eh bien, il peut, lui, à son tour, produire des intérêts. Mais sur l'investissement en lui-même, effectivement, du fait du caractère amortissable du prêt, vous touchez 1100 € sur 3 ans. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc on va terminer le webinaire. J'espère que ça vous a plu, ce format. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question maintenant, à vous tourner vers le service client d'Enerfip pour qu'on vous accompagne dans la suite du processus. Ce webinaire, il pourrait être revu si vous le souhaitez, si vous avez des points qui vous ont échappé sur lesquels vous voulez revenir. Il sera disponible en replay, donc vous pourrez le regarder rapidement. Et puis, comme la collecte se termine dans 3 jours, ne traînez pas trop si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Noé si tu veux. Oui, tout à fait, volontiers. Moi, je rajoute que si vous avez besoin de plus d'informations, alors non pas sur la collecte, mais sur le projet éolien, et sur l'éolien, vous pouvez taper projet éolien Grand Communaux sur Internet et vous tomberez sur le site Internet qu'on avait fait pour le projet. Ça vous renverra également d'ailleurs vers le lien, vers les photomontages qu'on avait fait. Et je voulais vous remercier à tous de vous intéresser à ça, de vouloir participer en tant que citoyen à la transition énergétique avec les moyens que vous avez à votre disposition. C'est un truc qui est essentiel. Il y a beaucoup de travail à faire pour la transition écologique évidemment et énergétique déjà. Et donc plus il y a de monde qui le fait, plus ça marche. Et pour nous qui travaillons au jour le jour, ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a des citoyens qui veulent y participer et que ça intéresse. Donc merci à tous. N'hésitez pas à aller faire un tour donc sur notre site internet et à nous contacter. Moi, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez par mail. Je vous mets mon adresse mail dans le chat au cas où. noé.froissart@res-groupe.com et vous pourrez retrouver ça sur internet de toute façon sans trop de problème. Si vous voulez plus d'infos sur l'éolien ou sur le projet. Merci à tous. Merci à tous et merci d'être venus un 28 décembre. Tout à Vous êtes fait, c'est remarquable. très nombreux le 28 décembre, donc c'est très appréciable. Et à bientôt sur Enerfip ou chez RES. Au revoir.